Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler programmation, on va parler du body split. Pourquoi je ne vous recommande pas d'utiliser le body split si vous n'êtes pas un bodybuilder et si vous n'êtes pas sous produits chimiques. Je vais vous donner également le meilleur modèle d'entraînement à utiliser pour construire du muscle, être mobile et être en bonne santé. Donc je vais vous donner vraiment le meilleur modèle à utiliser. Si vous pouvez le faire, croyez-moi, vous allez vivre une longue vie, être en bonne santé, être musclé, être fonctionnel. Donc restez connectés jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais aller du macro au micro. Et finalement je vais répondre à une question qui m'a été posée d'un collègue coach qui décide d'ouvrir son studio de coaching. Quel est le matériel dans lequel on doit investir pour avoir un studio de coaching si on a un budget limité? Je vais vous expliquer le tout. Commençons directement par les news de la semaine les amis. Alors comme vous pouvez le voir pour ceux qui regarderont ce podcast sous format vidéo, votre gars Kev est un peu bronzé. Je viens de revenir de vacances. J'étais à Majorque 9 jours avec la famille. C'était très bien, j'ai pu me reposer etc. Enfin reposer. Quand tu pars avec des enfants, tu te reposes pas vraiment mais ça fait du bien de changer d'air, d'être à la plage et de ne rien faire. C'est pourquoi il n'y a pas eu d'épisode. Et d'ailleurs, c'est un épisode un peu en transition parce que la semaine prochaine, je serai out également. Et la semaine qui suivra, eh bien, on reprendra notre agenda de base avec les épisodes de base. Quoi qu'il en soit, eh bien, en vacances, j'ai eu l'occasion d'aller dans la salle de sport. Et j'ai eu l'occasion de voir un peu comment les gens s'entraînaient et d'observer le regard des gens qui me voyaient m'entraîner. J'ai eu des questions et c'est vrai que moi je m'entraîne dans mon studio de coaching. Du coup je vais plus dans les salles commerciales. J'ai plus l'occasion de voir un peu tout ce qui se fait et ça m'a rappelé à quel point je devais revenir sur certains sujets. Et c'est ce qu'on va aborder ici bien entendu. Et je sais que bien entendu ça pourra vous aider, ça pourra aider certains d'entre vous ou des amis de certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode. Et finalement on doit parler des Jeux Olympiques. Alors les amis, j'ai pas abordé encore ce sujet, j'ai pas eu l'occasion de le faire. La vérité c'est que je boycotte un peu ces Jeux Olympiques, j'ai pas trop aimé la cérémonie d'ouverture, je trouvais que c'était pas nécessaire, bien que voilà, je suis pas dans la politique, je veux pas parler religion, etc. Mais il y a un truc à garder en tête, c'est que aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit, eh bien, money talks, okay, c'est l'argent qui dirige le tout. Les gens me disaient, ah, mais pourquoi tu te plains pas, pourquoi tu dis rien? Parce que, hey, je suis pas du genre à aller manifester dans la rue, etc. Aujourd'hui, l'argent c'est le nerf de la guerre. Vous voulez faire en sorte que quelqu'un n'avance plus ou quoi que ce soit, une institution, eh bien la meilleure façon d'agir selon moi c'est de boycotter, de faire en sorte qu'il y ait un impact financier négatif. Et donc moi je ne visionne pas, ça descend les auditeurs. Ça descend l'audimat et bien entendu il y a un impact derrière tout ça, il y a des gens qui s'indignent aussi également, chacun va mener son combat mais c'est comme ça qu'on mène le tout. Si on veut soutenir quelqu'un, on veut que quelqu'un grandisse, eh bien on va investir en cette personne, on va consommer chez cette personne, c'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on évolue, c'est comme ça éventuellement que on coupe les ponts, que on fait couler certaines industries, certaines entreprises, certaines personnes éventuellement. Donc moi personnellement, pas par parler politique encore une fois, il y a des trucs que j'ai trouvé qui n'étaient pas nécessaires, même si ça ne me concerne pas directement, eh bien voilà, ma façon à moi d'agir, eh bien c'est de boycotter quelque part ces Jeux Olympiques en direct. Donc je rattrape un peu le tout à distance sur internet, ce que je retrouve sur le net, etc. Et bref, ça fait toujours plaisir de voir certains athlètes avec qui j'ai pu collaborer, avec qui j'ai pu travailler. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas encore commencé, donc je leur souhaite bonne chance. Mais les Jeux Olympiques, c'est toujours extraordinaire de manière générale. Déjà, le mindset derrière, il y a des gens qui s'entraînent pendant 4 ans. Pendant 4 ans, c'est leur focus. Ils vont performer. Il n'y a que ça dans leur tête. Il y a une course, 2 courses, 3 courses, et pendant 4 ans, ils font que ça. Et je trouve que c'est déjà une mentalité qui est extraordinaire, qu'on doit observer, qu'on doit absorber. Et c'est pour ça que ça fait autant mal quand on voit que ces athlètes, certains échouent, et se disent, merde, peut-être que c'est mes derniers JO, là peut-être que j'ai encore une chance, c'est un peu compliqué, etc. J'ai travaillé 4 ans pour rien. Enfin, vous voyez que la mentalité d'un athlète de haut niveau, c'est vraiment autre chose. Et c'est quelque chose que l'on doit utiliser selon moi pour s'inspirer et devenir meilleur. Quoi qu'il en soit, pour moi, les Jeux Olympiques, c'est vraiment de l'athlétisme. C'est un truc que je kiffe voir. La natation, je kiffe voir. D'ailleurs, félicitations aux nageurs français. Léon Marchand, si je ne me trompe pas, c'est la nouvelle star partout sur Internet. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir que là, qui mène là-dedans, ce sont les États-Unis à l'heure actuelle. Eh bien, c'est que au final, on voit tous ces résultats chez les Américains parce qu'il y a un investissement derrière. Et si je le dis à chaque fois, ça me frustre quand je vois des nations comme la France, comme le Brésil. S'il y avait un investissement financier derrière, eh bien, je pense que ces nations seraient, mais de loin, devant les États-Unis, de loin devant la Chine. Malheureusement, en France, il n'y a pas assez d'investissement pour les sportifs, pour qu'ils puissent évoluer et exceller. Au Brésil non plus. Et je me dis à chaque fois, c'est vraiment dommage de voir ces nations-là. Il y en a d'autres, bien entendu, mais ce sont celles qui sont les plus flagrantes selon
selon moi, et je pense qu'on pourrait voir des trucs extraordinaires. Et même les athlètes que l'on voit briller dans d'autres pays, que ce soit en Suède, celui, je me rappelle plus de son nom, qui a battu son record au saut à la perche, ou alors même Léon Marchand, ce sont des athlètes qui évoluent aux États-Unis, qui sont obligés d'aller aux États-Unis pour évoluer. Ils vont représenter leur pays d'origine aux Jeux Olympiques, certes, mais c'est grâce à cet entraînement de la performance aux États-Unis qu'ils arrivent à évoluer et atteindre les plus hauts niveaux et battre des records, etc., etc. Donc encore une fois, j'espère qu'un jour, on va adopter cette culture du sport. On va prendre ça un peu plus au sérieux, il y aura un investissement derrière, il y aura un engouement derrière et on verra ces sportifs qui resteront chez nous et qui pourront évoluer de cette façon-là. Quoi qu'il en soit, c'est toujours extraordinaire à voir, il y a toujours des jeux, des sports au final qui attire notre attention alors que on n'était pas forcément attiré par ces sports au préalable. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir le côté performance du tout. Il y a un mime qui m'a marqué avec je me rappelle plus du nom exact du sport, mais du tir, où t'as les gars avec leur gun et t'as l'athlète turc qui vient, il s'en fout complètement je kiffe ça, il s'en fout complètement de l'équipement qu'il faut utiliser. Tout le monde vient avec des casques, un truc pour bloquer l'œil, des tenues extraordinaires, des casques pour bloquer le son du tir. Et lui, il arrive avec des boules caisses, des petits trucs que tu trouves au supermarché, une main dans la poche. Et il tire et le gars il remporte la médaille d'argent. Bref, vous avez sûrement vu ce mime, mais il est extraordinaire. Il ferme même pas le deuxième œil. Il garde les deux yeux ouverts et il tire. Et les commentaires sur ces mimes, c'est un chef-d'œuvre. Les gens qui disent je sais reconnaître un assassin quand je vois un. Le gars, c'est clairement un assassin. Je sais pas c'est quoi son cours d'entraînement, mais je pense que il tire pas sur des cibles, mec. Il tire pas sur des cibles. Il est arrivé, main dans la poche. Et voilà. Moi, j'aime bien les gars comme ça qui en font pas trop. Pas de tenue normale. Le gars, il a sûrement pris une bière avant d'aller tirer. Il a dit, allez, let's go. Hey, pam, Turquie, let's go. Il a représenté le pays. Il a pris la médaille d'argent, il est parti. Bref, extraordinaire. Et finalement, bien entendu, je dois parler de l'équipe de judo de France qui a fait un carton, qui a combattu contre l'équipe du Japon. Et qui a tout cassé encore une fois. Et la question qui se pose, c'est est-ce que Teddy Riner est le plus grand athlète français? Il y a débat. Moi, je pense qu'il mérite ce titre. Je sais pas vous, mais mes amis français, est-ce qu'il mérite ce titre? Moi, je pense qu'il devrait. En tout cas, il est dans le top 3. Il est dans le top 3, ça c'est sûr, si ce n'est le top 1. Donc, voilà, laissez ça dans les commentaires, faites-le moi savoir ce que vous pensez de Teddy Riner. Shout out à Teddy Riner, peut-être qu'un jour on l'aura sur le KSU Show podcast. En tout cas, c'est toujours un plaisir de voir cet athlète performer. Et je pense qu'il peut encore rafler des médailles aux prochains Jeux Olympiques. Je pense qu'il aura 40 ans bientôt. Mais c'est faisable pour un gars comme lui, une machine de guerre comme lui. Il y a des gens qui sont extraordinaires et ils sont nés comme ça. Il y a la génétique et il y a le travail. C'est clair que quand on voit ces Jeux Olympiques, c'est le top, la crème de la crème d'un point de vue génétique. Tous ces athlètes ont été gâtés, mais ils ont la mentalité et ils ont le travail. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence, parce qu'il y a plein de gens qui ont la génétique, mais qui n'ont pas la mentalité, qui n'ont pas la discipline et qui ne fournissent pas les efforts nécessaires de manière constante. Donc voilà, aujourd'hui, on a ça. Et c'est ce qu'on arrive à observer, c'est toujours beau. Félicitations à tous ces athlètes. Parlons maintenant du thème du jour. On va parler programmation. Alors comme je l'ai dit, j'étais dans ces salles de sport et je voyais les gens faire un peu n'importe quoi. Des gens qui au final voyaient comment je m'entraînais. J'ai passé du temps à discuter, à expliquer le tout à certaines personnes qui étaient intriguées par voilà, ma façon de m'entraîner, qui est très basique. Et c'est assez marrant de voir que moi qui ai passé plus de 10 ans maintenant dans cette industrie en tant que professionnel, en tant qu'athlète également, j'ai fait tous les trucs possibles, toutes les certifications possibles, toutes les méthodes d'exercice possibles auxquelles vous pouvez penser, et j'en reviens aux bases. Plus d'une décennie après, je vous le dis assez ouvertement ici, les bases, il n'y a rien de mieux. Et donc je vais à la salle de sport et je vois des gens faire énormément d'erreurs. Je me suis dit que j'allais lister certaines erreurs que je voyais les gens faire. Alors il y a différents avatars et peut-être que vous tombez dans un de ces avatars, ou vous connaissez quelqu'un qui tombe dans un de ces avatars. Alors la première personne que j'ai vue à la salle de sport, ou une des catégories de personnes que j'ai vues, eh bien c'était de voir ces personnes qui étaient très méthodiques dans leur approche de l'exercice. C'est-à-dire qu'ils performaient l'exercice vraiment à perfection. On pousse les haltères, tout est bien aligné. Quand je fais mon leg press, c'est bien aligné, le tempo est contrôlé, tout est bien, etc. Et c'est d'un point de vue technique, d'un point de vue exécution, c'est parfait. Mais il y a un truc qui manque. Il n'y a pas d'effort. Il
il n'y a pas d'intensité. Alors c'est très bien d'être le bookie guy, le gars qui est l'intello, qui fait l'exercice parfaitement avec la technique parfaite, etc. Mais si tu n'y mets pas d'effort, si tu n'y mets pas d'intensité, malheureusement tu vas pas avoir de résultats. C'est-à-dire qu'on voit les gars qui font des 30 répétitions, 40 répétitions et qui auraient pu en faire encore 30 de plus parce qu'il n'y a pas assez de poids. Au bout d'un moment, il faut mettre du poids, ok? Sans jamais compromettre sa technique à 100%, bien entendu, mais on peut tolérer une petite dégradation de 5% sur les dernières répétitions, les gars. Ça va pas nous tuer encore une fois, une légère dégradation si on y met l'effort. Donc il faut trouver le juste milieu, il faut trouver le bon compromis. Encore une fois, on peut garder selon moi sa technique à 100% avec quand même une intensité, avec un effort qui est considérable, mais mettez-y de l'effort, c'est très important. Si vous ne challengez pas votre corps n'a aucune raison de s'adapter. Je le répète à chaque fois, votre corps est paresseux par définition. Donc vous devez amener ce challenge et lui dire, hey, t'as pas assez de ce truc-là. Et c'est là que votre corps comprend. Mais si vous faites tout parfaitement et que votre corps dit, ah ben j'arrive à m'en sortir très bien avec ce que j'ai, ben il n'y a pas de raison de créer plus. Donc gardez ça en tête, c'est très important, il faut y mettre l'effort. Ensuite, le deuxième truc que je vois, la deuxième erreur ou le deuxième avatar que je vois, c'est le gars qui arrive et qui n'a pas d'organisation, ok, qui n'a pas de plan d'entraînement. Alors c'est ok de ne pas avoir de plan d'entraînement sur le long terme, d'accord, surtout si vous êtes en vacances, etc. Mais au moins, avant d'aller à la salle, prenez 10 minutes pour vous dire, ok, je vais essayer d'organiser plus ou moins mon entraînement. Et je vais essayer d'avoir un modèle. Et je vais vous donner un modèle dans un instant que vous pourrez appliquer en tout temps, les amis. Croyez-moi. Mais au moins ça, si vous n'avez pas un de mes programmes hybrides, bulletproof, que ce soit du travail de mobilité ou autre, les gars, dans le meilleur des mondes, j'aimerais avoir une structure sur long terme. 3 mois, 6 mois, sur toute l'année. Et ainsi de suite, ça continue. Mais si vous ne l'avez pas, au moins prenez le temps, mettez-vous sur votre portable. Ok, hey, aujourd'hui je vais à la salle et je vais faire ça. Pas forcément le nom des exercices exactement, mais les patterns de mouvements que vous allez utiliser et avoir une certaine organisation. C'est très important. Et là, on voit les gens faire une série là, ensuite une série sur une autre machine, ensuite ils voient une autre machine qui est libre et ils partent là-bas, ensuite ils vont sur le tapis de course, ensuite ils s'arrêtent, ils reviennent. Les gars, ça fonctionne pas, ok? On fait quelques séries sur un exercice, on peut combiner le tout et faire 2-3 exercices à la suite, des supersets ou des giant sets, mais il faut avoir une certaine organisation, c'est très important. Prenez le temps d'écrire sur votre portable, sur votre note, l'application Note. Et croyez-moi, ça va grandement vous aider, ça vous prend exactement 5 à 8 minutes. Ensuite, le troisième avatar que je vois, c'est celui qui essaie de mettre de l'effort, essaie de mettre une certaine intensité, une intensité qui va au-delà de ses capacités, mais qui néglige complètement la technique et l'amplitude de mouvement. Ok, ça aussi, ça ne sert à rien. Ok, des 1/4 de rep parce que tu as voulu mettre ton tirage trop lourd, ton lat pull down trop lourd, ça sert à rien, d'accord? Donc trouvez encore une fois le bon compromis et une charge que j'arrive à utiliser sur une amplitude complète pour la plupart des gens. Encore une fois, on pourrait utiliser des amplitudes partielles dans des cas bien précis, mais pour la plupart des gens, amplitude complète, on en revient en base, on descend jusqu'à tout en bas, on monte jusqu'à tout en haut, peu importe l'exercice, on utilise tout ce qu'on a utilisé et on le fait de manière contrôlée avec une intensité qui va nous challenger sur un nombre de répétitions. Fixez-vous un nombre de répétitions à faire. Le nombre de répétitions en soi, c'est pas important. Le nombre de répétitions, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement la réflexion de l'intensité que vous allez utiliser. Donc si je me dis, hey, je fais un 8 à 12 répétitions, eh bien, je dois utiliser une charge qui me permet de faire au minimum 8 répétitions et au maximum 12 répétitions. Si j'arrive à faire plus que 12 répétitions, eh bien, c'est que c'est pas assez lourd. Vous fixez un nombre de répétitions et vous vous tenez à ce nombre de répétitions. Et la première série effective ne commence que lorsque vous avez trouvé le bon poids pour rester dans cette rangée-là. Et c'est ce que vous devez garder en tête. Et on va y venir aux séries, etc. dans un instant. Ok? Donc, le quatrième avatar que j'ai observé, c'est celui qui essaie de faire des trucs fancy, des combinaisons d'exercices qu'il a vu des influenceurs faire. Ça aussi, ça me faisait rire quand j'allais à la salle et que je voyais ces gars-là faire ça. Les gars, les bases. Fente, squat, levier de hanche, tout ce qui va être deadlift, hip thrust, etc. Ok, pousser, tirer, simple. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de ouf si vous n'êtes pas avancé, si vous n'avez pas maîtrisé au moins ces bases-là. D'accord? Il n'y a pas besoin d'aller faire des trucs, des combinaisons de kettlebell, de je sais pas quoi, des trucs farfelus qui ne servent absolument à rien, qui en soi-même ne veulent rien dire. Donc, tenez-vous-en aux bases, vous ne pouvez jamais vous tromper en faisant les bases et ça prend du temps à perfectionner ces bases-là. Donc les amis, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner. Et finalement, l'erreur que j'ai vue suite aux conversations que j'ai eues là-bas,
c'était de voir des gens qui s'entraînaient plus ou moins bien. C'est-à-dire une technique d'exécution qui était correcte, une intensité qui était correcte, mais qui utilisait un body split. Un body split, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est le split qui a été, ou l'organisation d'entraînement d'un point de vue hebdomadaire qui a été popularisé par les bodybuilders. C'est-à-dire qu'un jour, on va viser un groupe musculaire par jour ou 2 groupes musculaires par jour. Exemple classique, c'est biceps et dos, triceps et pecs, jambes, etc. Ou quadriceps, un autre jour ischio, enfin bref, vous l'aurez compris, épaules un jour, bref, chaque jour un groupe musculaire ou 2 groupes musculaires qui vont travailler en paire. Et c'est un split d'entraînement qui n'est pas adéquat pour la plupart des gens. J'ai déjà dit, j'ai répété maintes fois, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de le répéter parce que j'étais surpris de voir à quel point c'était un game changer quand j'expliquais ça aux gens. Si tu peux t'entraîner que 3 fois dans la semaine, un truc important, c'est de rajouter de la fréquence, ok? On veut rajouter de la fréquence, on veut répéter le même stimuli plusieurs fois dans la semaine pour créer une adaptation. On aura de meilleures adaptations, de meilleurs résultats si on rajoute de la fréquence plutôt que rajouter énormément de volume au sein d'une même séance. D'accord? C'est le premier truc à garder en tête. Ceux qui arrivent à s'en sortir avec beaucoup de volume, c'est-à-dire qu'on va faire des dizaines et des dizaines de séries pour un groupe musculaire, une fois dans la semaine, où c'est exorbitant, eh bien, ce sont ceux qui sont chargés, qui utilisent des produits dopants. Parce que ces produits dopants vont favoriser justement cette récupération musculaire que vous n'aurez pas si vous n'utilisez pas ces produits dopants. D'accord? Et j'ai bien entendu plein de trucs pour appuyer tout ça, j'y viens dans un instant. Mais c'est ce qu'il faut garder en tête. Prenez une métaphore très simple que j'aime utiliser, c'est la métaphore d'apprendre une langue. Ce que je vous conseille, c'est d'apprendre, de choisir des mots, ok? Imaginons que je veuille apprendre le japonais. Je vais apprendre 3 mots de japonais que je vais répéter plusieurs fois dans la semaine, ok? 3 fois, je vais répéter le lundi, je vais le répéter le mardi et je vais le répéter le vendredi. Et ça sera beaucoup plus simple pour moi d'apprendre ces mots en japonais plutôt que d'apprendre 50 mots le lundi. Je ne vais retenir aucun de ces 50 mots. Vous l'aurez compris, d'accord? Ou peut-être un de ces 50 mots. Or, j'aurai beaucoup plus de gains à apprendre 3 mots uniquement le lundi, éventuellement 3 nouveaux mots le mercredi, 3 nouveaux mots le vendredi. Donc vous l'aurez compris, c'est très simple comme split d'entraînement. C'est assez parlant ici, cette métaphore au niveau des langues. Répétez les mêmes trucs sur plusieurs semaines, d'accord? Et contentez-vous de faire que certaines séries pour un groupe musculaire donné. En faire plus, ça ne sert pas à grand chose pour la plupart des gens. Donc encore une fois, ça va dépendre de plein de variables, à combien de temps vous avez pour vous entraîner, quelle est la fréquence à laquelle vous pouvez vous entraîner d'un point de vue entraînement de musculation. Là, on va devoir adapter le tout. Mais pour la plupart des gens, on arrive à s'entraîner 3 fois dans la semaine. Donc 3 fois dans la semaine, qu'est-ce que je vais favoriser? Je vais favoriser plutôt un entraînement de type full body, où je vais justement rajouter cette fréquence. Je vais pouvoir stimuler mes muscles 3 fois dans la semaine avec la dose minimale effective. Et c'est marrant parce que je lisais hier une étude qui était sortie en comparant une étude, bon, il y a plein d'études qui ont comparé ça, l'efficacité du full body versus le body split avec différentes fréquences d'entraînement, et le full body l'emporte, on a toujours plus de gains musculaires, on a plus de gains de force, etc. etc. Okay, et là récemment, une nouvelle étude qui prenait 3 groupes. Donc 3 groupes, si je me rappelle bien, je vais essayer d'en faire une vidéo YouTube parce que je trouve que c'est toujours intéressant, et ça revient sur tout ce que je dis avec des années d'évidence empirique, donc ce que j'ai pu observer sur le terrain avant que la science ne vienne à approuver tout ça. Et encore une fois, ça montre, voilà pourquoi je vous invite à écouter les gens du terrain, les coachs qui ont de l'expérience versus les gars qui attendent les nouvelles études sur les moteurs de recherche d'études, les PubMed, etc. Parce que vous aurez toujours un temps de retard, d'accord? Il y a des trucs que j'ai fait, on a des résultats, j'ai pu l'observer, c'est pas parce qu'il y a une étude l'étude n'est pas encore là que ce n'est pas valide ce que j'ai pu observer, ce que j'ai mis en place sur le terrain. Quoi qu'il en soit, et bien dans cette étude-là, on avait 3 groupes qui entraînaient leurs jambes sur du leg press incliné, si je ne me trompe pas. Et du coup, on avait chacun de ces groupes ramenait leur série à l'échec complet, d'accord? Pardonnez-moi, j'ai dit n'importe quoi. 3 groupes, un groupe qui a fait 9 séries de leg press en ramenant chacune de ces séries à l'échec. Un autre groupe qui faisait 3 séries et qui ramenait ces 3 séries à l'échec, et un autre groupe qui faisait les 9 séries en gardant des répétitions en réserve. Et le groupe qui a
observé le plus de gains musculaires et de loin était le groupe qui ne faisait que 3 séries en ramenant ces 3 séries à l'échec complet. Donc les amis, ça revient à ce que je vous dis quand j'étais dans un podcast. Les gars, 8 à 12, vous faites 8 à 12, vous poussez ces séries à l'échec complet. Ces 3 séries entre le 8 à 12 et c'est fini. Ok? Tu fais du 8 à 12, frérot. La science vient back up ce que votre gars Kev dit depuis un moment. Ok? Donc encore très simple. Pourquoi? Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand je parle de dose minimale effective, c'est que il y a un moment où tout ce que vous allez faire en plus, eh bien, ne va pas rajouter plus de gains. D'accord? Comment on appelle ça? En économie, il y a un terme, je ne me rappelle plus du terme exactement. Est-ce que c'est les coûts marginaux? Anyhow, je ne me rappelle plus exactement. Mais bref, au bout d'un moment, rajouter plus ne va pas vous ramener plus de gains. Et c'est ce qu'on observe avec ces groupes qui faisaient ces 9 séries. C'est qu'on voit qu'au bout de 3 séries, 3-4 séries, eh bien, tu as atteint ton pic de ce signal qui va créer plus de muscles, qui va créer cette hypertrophie musculaire. Et au-delà de ça, eh bien, ce signal commence à baisser. Et ce que ça va faire, c'est que ça ne va créer que plus de fatigue, plus de courbatures éventuellement, sans rajouter plus de gains musculaires. Donc de manière générale, le sweet spot selon moi, selon mon expérience encore une fois, va se retrouver entre le 2 et 5 séries. Si vous faites 2 à 5 séries par exercice, peu importe de quel exercice on parle ici, eh bien selon moi, vous êtes dans le juste. Pour moi, le 3 séries, c'est vraiment ce qu'il y a d'optimal. 3-4, c'est optimal. Ça m'est arrivé de ramener vers les 5 séries. Maintenant, je le fais de moins en moins parce que j'ai observé qu'avec un 3-4 séries, on a autant de gains, que ce soit de force ou alors de gains musculaires, qu'avec ces 5 séries. Donc 3-4, c'est vraiment le sweet spot selon moi. Donc si je venais à réduire cette rangée, peut-être le 2 à 4. 2 à 4 séries par exercice, vous ne pouvez pas vous tromper les amis. Donc quoi qu'il en soit, j'espère que vous l'aurez compris, le body split, c'est pas intéressant si vous n'êtes pas chargé et si vous ne pouvez vous entraîner que 3 fois dans la semaine. Donc qu'est-ce qu'on doit faire si on ne peut s'entraîner que 3 fois dans la semaine ou si on a un emploi du temps qui est incertain? C'est ça le problème du body split, c'est que hey, si j'ai basé mon emploi du temps sur un truc où je dois faire des entraînements tous les jours 6 fois dans la semaine, qu'est-ce qui se passe si un jour, 2 jours, je peux pas parce que le travail, les enfants, je suis malade, etc. Mais il y a tout un groupe musculaire qui saute. Donc, comment faire en sorte d'organiser le tout pour qu'on puisse tout faire? C'est simple. Je vais vous donner le template de base pour les 3 entraînements dans la semaine. Vous faites que des full body. Full body 1 lundi, full body 2 mercredi, pardonnez-moi, et full body 3 le vendredi. Et c'est très simple. Voici le template à garder en tête en tout temps. Pour la partie 1, ce qu'on appellera la partie A, dans le jargon, on utilise des lettres. La partie A, qui est la partie principale, on va fonctionner sous forme de superset uniquement. 2 exercices à la suite. Partie A, exercice numéro 1, un exercice pour le bas du corps. L'exercice que vous choisissez ce que vous voulez, ok? Un exercice pour le bas du corps. Mais si on va fonctionner sous forme de pattern, je vais être encore plus précis, je vais vous donner encore plus de free game ici. Exercice A, pattern squat. Vous choisissez un squat, premier exercice, ok? Vous travaillez avec des intensités qui sont relativement élevées ici. On va travailler avec du 6 à 8 répétitions, ok? Donc on aura des gains de force et on aura des gains d'un point de vue musculaire également, d'un point de vue prise de masse musculaire. On va coupler ça avec un exercice axé sur les épaules. Élévation latérale, bend pull apart, reverse flies, vous faites ce que vous voulez, peu importe. L'exercice pour les épaules avec une intensité qui est plus basse parce qu'on est déjà un peu essoufflé, on est un peu fatigué, il y a cette fatigue nerveuse systémique. Ok, je mets un truc qui va pas trop me taxer mon système nerveux mais qui va me permettre d'isoler ici mes épaules et voilà, de ne pas porter préjudice à la prochaine série de squats. J'enchaîne avec mes épaules, je prends mes 2 minutes de pause et je repars. Deuxième série, squat, épaule, ça sur 3 à 4 séries. J'enchaîne ensuite à la partie B. La partie B, un exercice où je pousse et un exercice où je tire. Et l'idée, ça va être simple. Ça va être de changer simplement les angles de travail que l'on va utiliser lors de ces différents jours. Donc, jour 1, je vais faire mon exercice où je pousse et mon exercice où je tire avec un angle horizontal. Ok, donc poussée horizontal et tirage horizontal. Je fais mon développé couché, je couple avec un tirage horizontal à la poulie ou alors un tirage horizontal avec des haltères. Pareil, je fais mes 3 séries sous forme de superset. J'ai choisi ma rangée de répétitions. Ici, je peux continuer avec soit le 6 à 8 ou alors passer plutôt avec du 8 à 10, 8 à 12 répétitions. Cool. J'arrive ensuite à la dernière partie ici qui va être la partie d'isolation. Sur cette partie-là, je peux choisir. C'est là où je peux modeler le tout de 1001 façons. Pour cette partie-là, je vais faire peut-être un focus plus sur le haut du corps, peut-être un focus plus sur le bas du corps ou alors un focus qui va être mixte. Exemple,
focus que sur le haut du corps, j'enchaîne avec biceps et triceps, superset, pam pam. J'enchaîne les 2 exercices, 10 à 15 répétitions. Éventuellement, que le bas du corps, quadriceps et ischio-jambier. Éventuellement un mix où je vais faire triceps et quadriceps, ok? Simple, cool, vous organisez ça comme vous voulez. Jour 2, j'arrive au jour 2. Premier exercice, on l'a dit, bas du corps. Je vais pas refaire un squat vu que j'ai fait un squat. Je vais utiliser plutôt un exercice de mouvement de levier de hanche. Ok, un deadlift, classique. Deadlift, je couple avec un exercice pour les épaules. Un exercice pour les épaules, au choix encore une fois. Vous pouvez retravailler sur les mêmes angles, sur le deltoïde médian par exemple. Ou alors plutôt travailler cette fois-ci sur la partie postérieure de vos épaules. Vous choisissez ça comme vous le souhaitez. Ce que je vous invite à faire, c'est de viser au moins 2 fois par semaine le même groupe musculaire. Donc si vous mettez la priorité sur le deltoïde médian, eh bien ça sera l'occasion de le mettre le vendredi et le lundi par exemple, ou le lundi et le mercredi, vous faites comme vous voulez, ok? Et une fois dans la semaine, eh bien je vais mettre l'autre partie, les deltoïdes postérieurs, ok? Les deltoïdes antérieurs, eh bien on a déjà pas mal quand on pousse, etc. Éventuellement, vous pouvez le rajouter, je vous invite à le faire, bien entendu. Ensuite, on arrive à la partie B. Exercice où on pousse, exercice où on tire. Cette fois-ci, on va utiliser ce que moi j'appelle l'exercice de poussée ou tirage diagonal. Ça va être un banc incliné pour l'exercice où on pousse avec des haltères et un tirage diagonal, c'est-à-dire qu'on n'a pas le bras complètement vertical, pas complètement horizontal. Entre les deux, vous l'aurez compris ici, d'accord? C'est très simple à visualiser. J'enchaîne les deux exercices, pam pam pam, sur 3 à 4 séries. Ensuite, j'arrive à la dernière partie. Je respecte le modèle que j'ai utilisé. Si j'ai choisi un focus bien précis, c'est-à-dire que bas du corps, jour 1, et bien là, jour 2, je vais utiliser que le haut du corps, par exemple, ok? Bam, j'ai fait quadriceps et ischio-jambier jour 1. Là, je vais faire biceps et triceps. Bam, jour 3, j'arrive, exercice numéro 1, exercice principal, fente. Je coupe ça avec des épaules. C'est l'occasion de relancer le muscle principal que j'ai envie de développer au niveau des épaules. J'arrive à la partie B, exercice où je pousse, exercice où je tire, cette fois-ci vertical. Donc presse militaire, lat pull down, traction, chin-ups, comme vous le souhaitez. 3-4 séries. Et j'arrive ensuite à la partie C, où là, je peux justement choisir d'être un peu plus spécifique. Je vais développer plus mes quadriceps et plus mes triceps. Bam, j'ai déjà fait une fois dans la semaine. Ben là, je vais le faire 2 fois. Quadriceps et triceps. Les amis, Là, je vais vous donner du free game. Vous pouvez pas vous tromper. Si vous faites ce que je viens de dire, toute l'année, vous pouvez pas vous tromper. Si vous voulez plus de précision sur comment organiser le tout, les intensités, les tempos, prenez nos programmes. Mais avec ça, je vous jure que vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous allez développer un beau physique, bien esthétique, vous allez être fort. Voilà, les gars, je sais même pas quoi dire parce que c'est trop de free game gratuit. Donc, faites-moi plaisir et appliquez ce que je vous dis. Maintenant, pour conclure avec cette partie technique des choses, si vous voulez construire vraiment le meilleur physique et avoir la meilleure santé possible, voici ce que moi j'utiliserais, ce que je recommanderais. Et ce que j'applique également avec quelques subtilités parce que je suis plus dans le développement athlétique, bien entendu. Simple, vous faites ces trois séances full body. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Musculation, comme je l'ai expliqué. En ramenant vos séries à proximité de l'échec au maximum ou à l'échec. Vous n'allez pas mourir, croyez-moi, si vous ramenez 3 séries à l'échec, contrairement à ce que les intellos de PubMed essaient de vous faire croire. Et vous rajoutez une séance de zone 2, c'est-à-dire d'endurance fondamentale. Intensité basse. Pour certains d'entre vous, ça va être une marche un peu plus rapide. Pour d'autres, ça va être une course légère. On doit être capable de maintenir une conversation, ok? 35 minutes à 45 minutes au minimum. 1 minute, 1 heure, 1h30 si vous pouvez, c'est très bien. Je dirais 40 minutes, c'est le sweet spot selon moi. Et une séance avec plus d'intensité. Là, on parle de zone 5, des intervalles, etc. Là, vous envoyez pam, 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 la sauce. Vous courez pendant 1 minute, vous récupérez pendant 1-2 minutes et vous renvoyez pam, 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 1 minute, 1-2 minutes. Ensuite, vous pouvez bien entendu augmenter ces intensités, 2 minutes, etc. Enfin bref, il y a plein de façons de modeler le tout. Je vous apprends bien entendu le tout dans mes programmes pour ceux qui suivent le tout, hybride performance, hybride starter même. Je vous invite à commencer avec hybride starter pour bien poser la fondation. Mais les amis, si vous faites ça, je vous jure, vous allez vivre une vie extraordinaire. Vous rajoutez dans vos séances de préparation, quand vous allez à la salle de muscu, 1-2 exercices de mobilité à chaque fois. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas vous tromper si vous faites ça. Ça vient du cœur, j'insiste. Je suis frustré de voir d'aller dans ces salles de sport commerciales, de voir les gens faire n'importe quoi, alors que c'est
tellement simple si vous vous en tenez aux bases et que vous appliquez ce que je viens de vous dire dans cet épisode-là. Finalement, passons à la dernière question qui m'a été posée ici, que je vais trouver ici sur mon portable, que j'ai noté quelque part. Problème technique, encore une fois, j'ai oublié de couper l'intro du podcast. Mais quoi qu'il en soit, dernière question qui m'a été posée ici par Adrien. Salut Kevin, je te suis depuis un moment, j'apprécie beaucoup ce que tu proposes. Merci pour ton contenu. Après 4 ans de coaching chez Non-Stop Gym à Genève, j'ai décidé d'ouvrir un petit studio de coaching. Quels sont selon toi les équipements les plus indispensables avec un budget de 5 000 €? Merci. Adrien, déjà félicitations pour l'ouverture de ton studio de coaching. Sache que ça va être une nouvelle aventure et pas forcément facile en fonction d'où tu es, en fonction de ton loyer, etc. J'espère que tu vas optimiser le tout. Sachez un truc, lorsque vous travaillez avec votre clientèle, c'est que la clientèle vient pour vous, donc votre personnalité vient pour votre service et vient ensuite pour vos connaissances. Donc si vous gardez cette hiérarchie de priorité en tête, ça va énormément vous aider. Et croyez-moi, on peut avoir une très belle salle d'entraînement, elle va faire un très bel entraînement efficace avec un équipement qui est minimaliste. On n'a pas besoin d'avoir des machines de ouf. Je dirais ce que moi, et je peux le dire parce que je l'ai fait avec un entraînement minimaliste, des gens qui sont venus s'entraîner avec moi, dont des athlètes du plus haut niveau, dans des greniers, dans des caves, des endroits où on n'avait pas grand chose. Le minimum, le strict minimum selon moi, ça va être d'avoir un banc qui va être ajustable. Okay, un banc qui va être ajustable avec différentes inclinaisons. Dans le meilleur des mondes, on aurait une inclinaison chaque 15 degrés, je dirais. Si vous avez ça, c'est un très bon investissement. Ensuite, j'utiliserai des haltères. Alors les haltères, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a des haltères ajustables, j'en ai ici, des power rack. C'est bien, mais je trouve qu'il y a des sauts de poids qui ne sont pas adéquats. Donc éventuellement, je n'investirai pas dans ça directement. J'investirai plutôt dans des haltères qui correspondent à la capacité de mes clients. Donc là, si je comprends bien, Adrien, eh bien, tu as déjà une certaine base de clientèle. Eh bien, j'essaierai de m'adapter à cette base de clientèle en me disant, ah, lui, je sais que lui, mon client le plus fort, je sais qu'au développé couché avec haltère, ah, lui, il pousse bien, il pousse pas mal, il a besoin de 25 kilos. Ok, mon haltère, mes haltères les plus lourdes, ou ma paire d'haltères la plus lourde va être 25 kilos et je vais choper ça. L'autre, ma cliente, celle qui pousse pas trop, je sais que pour le haut du corps, j'ai besoin de 5 kilos, je sais que pour les jambes, j'ai besoin de 8 kilos. Donc moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi, ok. J'avais mes haltères donc de 5 kilos, haltères de 8 kilos, 10, 12,5, 17,5, 22,5. Ensuite, j'ai eu 22,5, ensuite 27,5. Voilà, il y avait un grand saut. Et aujourd'hui, j'ai des haltères ajustables pour être entre les deux, entre les poids que j'ai mentionnés. Voilà avec quoi je t'invite à travailler. Encore une fois, pour la plupart des gens, c'est rare que la plupart des gens arrivent à soulever plus que 25 kilos. Les gens qui vont faire du personal training, la personne lambda, franchement, 20 kilos pour l'haltère max, tu auras, allez, 4 paires d'haltères pour sûr que tu dois avoir, 4-5 paires d'haltères pour sûr que tu dois avoir, et ensuite éventuellement tu pourras investir dans plus de poids si tu le souhaites. Moi, ce que j'aimais bien faire à l'époque quand j'avais pas grand chose, eh bien c'était d'avoir ces 4 paires d'haltères et d'avoir des poids de cheville. Les poids de cheville de 1 demi-kilo, 1 kg et 2 kg. Et l'idée, c'est d'appliquer la règle de base qui va être la surcharge progressive. Donc, imaginons que je travaille avec mon client et que, voilà, on a travaillé avec des haltères de 20 kg, mais c'est mon haltère max. Et la semaine d'après, eh bien, je vais rajouter 10%. Donc je vais avoir 22 kilos dans chaque main. Mais j'ai pas 22 kilos, comment je fais? Ok, je prends mes haltères de 20 kilos et je rajoute autour des poignets de mon client ces sangles, qu'on appelle ça, ces sangles au niveau des poignets, les poids de cheville. Voilà, les poids de cheville autour des poignets de 2 kilos, de 1 kg, peu importe. Ça me permet d'augmenter de 5 à 10% la charge et d'appliquer cette surcharge progressive. Pour moi, ça, c'est un vrai hack que tu dois utiliser qui peut énormément t'aider si tu as un budget qui est limité. Ensuite, j'investirai dans une barre de traction. Donc une barre de traction qu'on pourrait mettre au mur, qu'on pourrait fixer un truc qui est assez solide. Comme ça, les gens peuvent faire ces exercices. Éventuellement un step ou une box. Je pense que ça pourrait être intéressant en fonction de la clientèle avec qui on travaille. Pour moi, ça, c'est le strict minimum. Je rajouterai ici un système de poulies. Tu peux acheter des poulies justement que tu attaches à cette barre de traction. À partir de là, tu pourras faire tous les exercices de tirage, donc tout ce qui va être lat pull down. Tu pourras simplement ajuster, incliner le buste de la personne pour faire du tirage horizontal ainsi que du tirage vertical, vu que voilà, ça va de soi, c'est attaché à la poulie vers le haut. Donc si tu as ça, t'en as pour, là ce que je viens de mentionner, t'en as pour peut-être 1000 euros. Ah oui, j'ai oublié, une barre olympique. Je pense qu'une barre olympique, ça peut être intéressant. Pas nécessaire, mais intéressant. Une barre olympique avec un certain
poids. Encore une fois, ajuster en fonction de ta clientèle. Ça peut être 100 kg max, 150 kg max, des plateaux de 5, des plateaux de 10, des plateaux de 15, éventuellement une paire de 20. Et avec ça, tu peux commencer, tu peux faire énormément. Et là, on est loin, loin des 5 000 € d'investissement. Et tu peux vraiment faire un bon truc. Éventuellement, l'investissement qui va être un peu plus coûteux, ça va être le sol. Donc le revêtement au niveau du sol, en fonction de la taille de ton studio. Mais moi, j'investirais vraiment dans ça. Et ensuite, dans tout ce qui va être qualitatif pour la réception de ton client. J'investirais dans une table de massage. Si tu veux apprendre comment utiliser le tout de la meilleure des façons, je t'invite à faire mon programme Mentorship. Mais une table de massage pour le stretching à la fin avec tes clients, pour les évaluations, etc. Je pense que ça va être très qualitatif. Et ensuite, eh bien, dans tout ce qui va être infrastructure, des petites serviettes pour tes clients, des bouteilles d'eau pour tes clients, un shampoing, éventuellement un canapé pour recevoir tes clients. Je pense que ça, c'est ce qui pourrait être intéressant pour rendre ton studio un peu plus cosy, un peu plus familial, un peu plus intime. Je pense que ça serait l'investissement à utiliser et pas mettre les 5 000 € directement dans l'équipement, parce qu'avec ce que je viens de mentionner, on peut faire des entraînements qui sont extraordinaires. Si on venait rajouter un truc en plus, eh bien ça serait une machine à poulie. Une machine à poulie, pour moi, c'est extraordinaire. Il y en a souvent qui me posent la question d'où vient ma machine à poulie. J'utilise une machine à poulie multifonctionnelle de cross équipe, c'est mon rack, en même temps c'est ma machine à poulie. Hey, le meilleur de tous les mondes, j'ai 3 machines en une poulie. La machine en soi coûte à peu près 5 000 €. Donc encore une fois, c'est hors du budget qui est proposé ici dans cette question, mais c'est ce que j'utiliserai. Pour les machines à cardio, ça coûte très cher. On pourrait éventuellement, si tu as le budget, investir dans un bike. J'utiliserai éventuellement un air bike. Ça peut être un bon investissement, ça coûte environ 1 000 €, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, tu peux trouver des façons de faire ton cardio différemment. Je commencerai pas forcément par là si je venais à commencer avec mon studio de coaching. Et pour être honnête avec vous, pour moi, ce que j'ai, c'est exactement ce que j'ai mentionné. En plus de la machine à rack, bien entendu, et 3 machines à cardio, le rameur, le ski erg et le vélo. Et pour être transparent avec vous, on les utilise quasiment jamais. Quasiment jamais. Donc tout ça pour dire que c'est pas forcément l'investissement le plus intéressant. Je les ai plus mis ici pour moi que pour mes clients. Donc voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est fait. J'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. Dans tous les cas, j'espère que vous profitez également de vos vacances. Si vous voulez en apprendre plus sur comment programmer le tout, vous voulez pas vous prendre la tête, eh bien je vous invite à checker mes programmes hybrides. La catégorie hybride, starter, physique, strong, performance et tout ce qui va venir par la suite. Nous on se voit, ça je parle très bientôt. Peace.